Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé, franchement. Bien. Vous avez suivi quelques messages. J'ai l'impression que le match a déjà commencé entre vous et l'UFDG. Non, ça vous dit quoi? Disons, c'est très bien. Il faut que ça continue parce que la vitalité de la démocratie exige le débat, exige la contradiction, exige aussi de la loyauté par rapport aux textes qui gouvernent nos institutions. Donc, c'est une très bonne chose. J'imagine que le Daleng a ses partisans à l'intérieur de l'UFDG et qui tiennent mordicus à lui. Mais il y a d'autres aussi candidats potentiels au perchoir de l'UFDG et qui ont aussi leurs partisans. Je pense qu'on devrait créer les conditions d'un débat serein entre les candidats et puis permettre à l'ensemble des militants d'arbitrer. C'est ainsi que va la démocratie. Le concept potentiel retient mon attention. Le concept potentiel candidat. Ouais. Parce que moi, potentiel candidat au perchoir de l'UFDG. Oui, c'est la première fois que j'entends quand même quelqu'un qui a été à l'UFDG ou qui est de l'UFDG, qui est encore au sein de l'UFDG, prononcer quand même un tel mot. Pour ma part, dans mon esprit, dans mon entendement, c'est comme un crime de lèse-majesté que de vouloir prendre la place de M. Cellou Dalein Diallo pendant qu'il est encore... mais vous savez pendant qu'il est encore apte. Cellou Dalein a pris la place de quelqu'un d'autre. Bien. Mamadou qui lui-même avait pris la place de quelqu'un d'autre. Je pense que oui, d'accord, mais je pense que cette tradition qu'on veut montrer... doit être encouragée. Elle doit être encouragée. Et l'UFDG a tout intérêt à apaiser le débat et à l'organiser de façon à ce que les Guinéens puissent arbitrer entre moi qui veux être à sa place pour qu'on ait une discussion. Moi, Ousmane Gawal, qui veut être à sa place. Vous voulez prendre la tête de l'UFDG. Absolument, et de façon légitime. C'est officiel. Je vais vous dire une chose. C'est officiel. Ousmane Gawal, candidat quand on dit au perchoir de l'UFDG. Je vais vous dire. Oui, c'est ça ce qui est problème. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on a une voix différente de celle portée par Cellou Dalein et qu'on doit être exclu, est-ce que c'est démocratique? Cela doit être très effrayant pour les Guinéens. Parce que ça voudrait dire que demain, il n'admettra pas l'opposition dans le pays. S'il n'est pas capable d'admettre une opposition au sein du parti, d'organiser de façon sereine les débats à l'intérieur du parti pour que les militants arbitrent, et que dès que vous dites que vous voulez quelque chose que Cellou croit que ça lui appartient, vous devez être un traître, vous devez être exclu. Ce n'est pas ça que les Guinéens attendent. Mais Abakar, j'ai un souci. Est-ce que, vous ne parlez pas dans le micro. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas en train d'ironiser un peu en disant moi, Ousmane Gawal, je veux le perchoir, étant donné que la charte vous interdit à vous d'être candidat pour les élections prochaines. Attendez, faisons attention, faisons deux choses. C'est différent. Moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Ah, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec la candidature pour diriger le parti. D'accord. Et ce n'est pas le candidat, ce n'est pas le président du parti qui est le candidat forcément du parti aux élections présidentielles. C'est deux choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il y a un congrès d'investiture à l'approche des élections. On choisit le candidat qui peut même être quelqu'un qui n'est pas de l'UFDG. L'UFDG est libre de choisir quelqu'un qui doit porter ses couleurs. Ce n'est pas automatique qu'on cumule le poste de président et le poste de candidat du parti. Et c'est cette différence que les militants doivent comprendre. La deuxième chose que je veux vous dire, quand j'ai entendu Fodéoussou dire « Ah ben il est exclu », mais pourquoi il a été exclu? Parce que simplement j'ai exprimé cette volonté-là. Dire qu'il est temps que ça change à la tête de l'UFDG et que sa direction change. Parce que nous sommes sur la mauvaise direction, le mauvais schéma. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on organise ce débat. Nous sommes un parti libéral. Et que dans le libéralisme, la liberté est de mise. Le droit est un principe de gouvernance. Ça veut dire que les textes du parti devraient être encadrés pour qu'il y ait un débat serein. On ne doit pas dire parce qu'on veut être président, on est maudit, on doit être exclu. Ça, c'est très effrayant pour la Guinée. Et il faut aussi que les médias, il faut que la société civile s'empare de ça. Ceux qui veulent nous gouverner demain dans la démocratie doivent montrer leur comportement de démocrate quand ils sont à la tête des partis politiques. Sinon, on a déjà vu que des exemples. Donc vous voulez dire ce matin que la Cellou Dalein Diallo n'est pas un démocrate? En tout cas, son attitude aujourd'hui ne le prouve pas. Si son comportement, c'est d'exclure les gens qui pensent différemment que lui, il n'est pas un démocrate. Et ce n'est pas le comportement des démocrates. La deuxième chose, le processus d'exclusion. Dans une démocratie, dans un état de droit, quand on accuse les gens, on leur donne la possibilité de se défendre avant de les sanctionner. Moi, j'ai vu... Cette possibilité ne vous a pas été donnée? Non, pas du tout. Je n'ai même pas eu le temps d'être accusé. Je ne sais même pas, j'ai vu sur Internet comme tout le monde que je suis exclu. Ce n'est pas l'attitude d'un démocrate. On devrait dire, ouais, Ousmane Gawal, on vous reproche tel,
Vous avez le conseil de discipline qui est organisé. Pardon? D'abord, je vais vous dire ce qu'il y a. Le conseil politique n'est pas la direction nationale du parti. Comment ça devait se passer? Le conseil politique, c'est le bureau exécutif d'une certaine manière de la direction nationale. Sauf qu'à l'UFDG, la direction nationale, ça s'appelle le bureau exécutif. L'autre, c'est l'organe, c'est comme si vous prenez en parallèle à l'Assemblée nationale, vous avez le Parlement et vous avez le bureau du Parlement qui met en œuvre les décisions du Parlement. Ouais. Et donc, le conseil politique, c'est pour mettre en œuvre les décisions du bureau exécutif. Pour exclure quelqu'un, on a dans l'article 53... Donc, le conseil politique ne décide pas, il ne peut pas. Mais exécute les décisions Exactement. du bureau. Du bureau exécutif. Il ne peut pas le faire. Et vous avez été exclu par le conseil politique. Deuxièmement, il y a une graduation des sanctions dans l'article 53 du règlement intérieur de l'UFDG que je peux vous inviter à aller regarder. Bien. Les alinéas concernant le 4e degré des sanctions et le 5e degré qui parle d'exclusion, nulle part, aucune instance à ce niveau-là, ni le bureau exécutif, ni le conseil politique n'ont le pouvoir d'une exclusion dans le parti. Ils peuvent prononcer au mieux des exclusions temporaires de 24 mois. 24 mois, à l'issue desquels, s'il n'y a pas un congrès, la personne est réintégrée dans sa poste, dans ses fonctions, ou s'il y a un congrès, le congrès seul peut exclure quelqu'un. Et ça, c'est dans les dispositions du règlement intérieur. Si l'IFDG fait fi, si c'est le Daleng et son petit groupe de 7 personnes font fi de ça, il faut que les Guinéens s'interrogent sur ça. Son petit groupe de 7 personnes. Oui. Vous parlez de qui en ce moment, je vais vous dire. Le bureau exécutif. Non, ce n'est pas le bureau exécutif. Le conseil politique, nous sommes... pas de tout le monde. Le conseil politique, nous sommes 40. Élus au congrès. 40 personnes. Ouais. Nous sommes élus au congrès. Aujourd'hui, M. Loudaleng nomme des gens au conseil politique. Il prend des actes. C'est illégal. Non, mais exemples, quelle nomination par exemple? Il a non, mais j'arrive. Il nomme des gens au conseil politique. Regardez les statuts du règlement et le règlement intérieur de l'UFDG. Le président de l'UFDG n'a aucun pouvoir pour nommer des gens en lieu et place du congrès. Il nomme des gens au conseil politique. Il nomme des gens au bureau exécutif. Il nomme des gens dans les fédérations. Ça ne fait pas partie de cette... Même en cas de vacances de poste, en attendant le congrès, il n'a pas de pouvoir de nomination. Non, le poste peut être occupé par un membre du conseil. S'il y a un poste de vice-président qui est vacant, il y a 5 vice-présidents dans l'UFDG. Parmi les 40 membres du conseil politique, il y a 5 vice-présidents. Ouais. Si un d'entre eux est absent, la suppléance est assurée par un membre du conseil politique. En attendant le congrès pour le nommer. Il n'y a pas de possibilité, parce que sinon, vous donnez à la signature d'un homme le pouvoir du congrès. C'est comme si un président de la République pouvait décider de nommer un député si un député meurt. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'en a pas le pouvoir, simplement. Et aujourd'hui, vous voyez sur Internet que Cellou Dalein nommait quelqu'un, membre du conseil politique, nommé tel, membre du bureau exécutif. Il n'en a pas le pouvoir. C'est ce rapport avec les textes du parti, ce rapport avec la discipline du parti qui est questionné aujourd'hui. Parce que si le leader n'est pas capable de respecter les textes qui gouvernent son parti, de respecter la liberté de parole de ses camarades, de ses collègues dans le parti, alors ça craint si demain ce leader arrivait au pouvoir. Parce que nous devons, c'est de la manière de gouverner aujourd'hui, les partis présagent de notre comportement à la tête de l'État demain. Et c'est très important. Bien. Et pourquoi vous êtes fâché contre Fodé Oussoufana? Mais je voulais dire, vous avez si vous permettez l'exclusion à l'époque de Baouri. Absolument. Baouri a été exclu temporairement par le bureau exécutif après d'abord une convocation pour être entendu par le conseil de discipline, une convocation à laquelle il n'avait pas obtempéré. Il y a eu le bureau exécutif qui a statué. Il y a eu toutes les fédérations de l'UFDG ont été consultées, ont amené des avis motivés là-dessus et le bureau exécutif a pris la décision de suspendre Baouri du parti pendant 2 ans. Avant les 2 ans-là, il y a eu le congrès de 2015 qui a acté l'exclusion de Baouri. C'est le congrès qui l'a acté. Et c'est après ça qu'il a été remplacé. Le processus était clair. Peut-être que le prochain congrès va acter. Mais en attendant, on doit me convoquer pour m'entendre. Bien. On doit pouvoir constituer... Donc, ce n'est pas une exclusion définitive. D'abord, on ne parle même pas de sanctionner quelqu'un qu'on n'a pas jugé. Bien. C'est très grave dans une démocratie. Quand vous voulez condamner quelqu'un, vous le jugez d'abord. Vous lui donnez la chance de se défendre. Et puis, il présente ses arguments. Il y a tout un mécanisme. Vous devez être convoqué au niveau de quelle instance? Au niveau de l'instance du conseil de discipline, composé des membres du conseil politique. Bien. De l'instance à laquelle j'appartiens. Et ce conseil politique devait faire un conseil de discipline et puis me mettre en accusation devant ce conseil de discipline qui devait me convoquer. Et j'avais la possibilité de venir accompagné par d'autres membres du conseil politique ou du bureau exécutif pour être entendu. Très bien. Et à l'issue de ça, si le conseil de discipline statue en disant que j'étais coupable des faits qui me sont reprochés, il regarde les fonctions des sanctions qui sont là-dedans.
et il sanctionne. Si la sanction, c'est l'exclusion, il soumet cette décision au bureau exécutif pour dire nous proposons qu'il soit exclu. Le bureau exécutif peut se réunir à la majorité de 2/3, prononcer une exclusion temporaire de 24 mois. Avant les 24 mois, s'il y a le congrès, le bureau exécutif saisit le congrès pour que le congrès acte l'exclusion de la personne. C'est comme ça que ça se passe dans la gouvernance de l'UFDG. Et dans votre cas, toute cette procédure a été biaisée. Rien du tout. Ils se sont assis. Et c'est d'ailleurs, moi, j'ai les SMS que j'ai fait, que j'ai reçus, où c'est Banosso qui informe le conseil politique que nous avons décidé de sanctionner Ousmane Gawal. De l'exclure. Et c'est le conseil politique qui est informé ainsi. Ça veut dire que la décision a été prise ailleurs que dans le conseil politique. Que ça a été pris ailleurs que dans le bureau exécutif. Sinon, c'est le conseil qui allait en débattre du sujet. Et il ne peut pas en débattre sans la personne incriminée n'ait été invitée à se défendre. À s'expliquer. Dans le droit, on ne condamne pas quelqu'un sans lui donner la possibilité de se défendre. Bien. Et c'est très important. Bien. Je vais revenir sur vos propos d'il y a quelques minutes, quand vous avez dit que vous êtes candidat au perchoir de l'UFDG. J'insiste là-dessus. Vous êtes sérieux en le disant de manière solennelle, en disant que vous êtes candidat. Vous voulez prendre la place de Cellou? C'est pas là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Oui. Ils ont deux choix. Ils ont la possibilité de montrer aux Guinéens leur rapport avec les textes du parti, de respecter cette divergence d'opinion, d'ouvrir les débats. Je ne serai peut-être pas le seul candidat, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais de permettre à ce qu'il y ait un débat serein entre les candidats. Et puis, de donner la chance à ceux qui sont habilités à voter, votent pour désigner le président du parti. C'est très important pour la vitalité démocratique du parti. Bien. Après, il peut être réélu. Il peut ne pas être réélu, mais il peut être réélu, ce n'est pas grave. Si c'est fait à la loyale, chacun s'y soumettra. Mais absolument. Si la Donc question vous confirmez que vous êtes candidat. Si la candidature est ouverte, je lancerai, j'en serai. Bien. Et je suis sérieux là-dessus. Bien, si tu permets, Talibi, parce que c'est important pour rester dans le même sillage. Il y a Fodé Oussou donc qui vous a lancé des pics ce week-end à la tribune de l'AG de l'UFDG. Je le paraphrase, en tout cas conformément à ce qui a été rapporté par des médias. Un ministre de la République qui va voir un élément de la cellule de communication de l'UFDG pour lui dire: maintenant j'ai de l'argent, j'ai le soutien du CNRD, j'ai tous les moyens. Maintenant j'ai déjà 4000 jeunes que j'ai recrutés. Viens avec moi parce que je vais reprendre l'UFDG. On va organiser le congrès. Je vais être à la tête de l'UFDG, un parti dans lequel tu n'es pas et tu ne veux pas qu'on organise un congrès. Voilà, donc c'est Fodé Oussou qui vous accuse ainsi. Dites-nous, est-ce que vous avez approché un membre de la cellule de communication de l'UFDG? Est-ce que vous avez dit que vous avez le soutien du CNRD, vous avez des moyens, vous avez recruté 4000 jeunes de l'Axe, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à toutes ces déclarations de Fodé Oussou? Fodé Oussou, c'est un agité. Et moi, je ne vais pas dans l'agitation. Je vais vous dire ce qui se passe. À supposer que c'est parce qu'il a nommément cité Youssouf Kamara. À supposer que ce soit vrai, que Youssouf Kamara lui ait rapporté ça. Il dit au bureau exécutif. Ça veut dire que les réunions du bureau exécutif ne sont pas réservées aux membres du bureau exécutif. Que c'est le vice-président qui prend la peine d'aller dans les médias, de dire que tel membre du bureau exécutif a dit ça. Quel est son degré de moralité même? Moi, en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas sortir dans les médias sans autorisation, dire qu'un de mes collègues du gouvernement a dit ça. Ouais. Quelque chose qui peut le compromettre. C'est quand même pas... C'est inquiétant. Ça, c'est le vice-président qui sort dans les médias qui dit un de mes collègues du bureau exécutif a dit ça. Quelque chose qui va humilier ce monsieur, qui va le rendre suspect devant tout le monde. C'est inquiétant. Ça, c'est un. La deuxième chose, quand on n'a pas le soutien du CNRD, on n'est pas dans le gouvernement. Parce que c'est le CNRD qui gouverne le pays. Ouais. Donc, quand un membre du gouvernement dit le soutien du CNRD, c'est tout à fait naturel. Attendez. Non, le CNRD n'est pas dans la démarche politique. Il ne soutient aucun parti, il n'en a pas de parti. Ouais. Et ça a été clair là-dessus. Le CNRD, ce n'est pas un parti politique, donc il n'a pas à soutenir. Non, Fodé, tu veux dire que vous avez le soutien du CNRD pour prendre la tête de l'UFDG. Non, le CNRD n'est même pas dans cette démarche. Ça, c'est des histoires. Ouais. Après, dire que tu as 4000 personnes, mais il minimise... 4000 jeunes. 4000 jeunes, mais il minimise ce que je suis. Mais c'est déjà bien que lui, il commence par dire 4000. Allons au congrès. Il verra combien ils sont. Ce qui est dommage... Donc vous êtes sûr de l'emporter? Je ne suis sûr de rien. Je suis sûr d'être un compétiteur loyal.
et qui a des arguments pour les militants. C'est tout. Le reste, qu'on laisse les militants décider et qu'on crée les conditions d'un débat serein. C'est libre de soutenir le président. Vous pensez être plus légitime à l'UFDG que Fodé-Oussou en termes de popularité? Non, on ne se mesure pas comme ça. Je ne dis pas que je suis plus légitime que lui. Parce que la légitimité, finalement, dans un parti, on l'obtient comment? J'ai été élu, il a été élu. Moi, j'étais un élu uninominal. Lui, il a bénéficié de la confiance sur la liste nationale. Je ne peux pas dire que je suis plus légitime que lui. Ça, ce n'est pas beaucoup de sens. Simplement, moi, j'ai une base électorale qui est une localité. C'est l'UFDG qui a une base électorale. Non, vous savez, oui, non, mais vous savez, c'est comme si vous, écoutez-moi, quand c'est le Dalin arrivé à l'UFDG, vous le connaissiez, vous? Moi, je ne le connaissais pas. C'est l'UFDG qui a rendu Cellou populaire. Mais certains peuvent dire, ouais, mais c'est grâce à Cellou aussi que l'UFDG a eu beaucoup de militants. Mais c'est un avantage mutuel qu'il y a. On ne peut pas dire que sans l'UFDG, il y a Cellou et quelque chose. On ne peut pas dire peut-être, parce que l'UFDG était là avant Cellou. Mais avant que Cellou n'arrive en 2007 à l'UFDG, très peu de Guinéens le connaissaient. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la surprise, et Fodé-Oussou l'a dit ici qu'en 2020, en 2010, tout le monde était surpris de le voir arriver là, parce que lui-même peut-être ne croyait pas, parce qu'il n'était pas populaire en Guinée. Ce n'est pas le cas. Je dis, moi, quand je suis venu à Gawal, je n'ai pas commencé la politique derrière Cellou pour être connu à Gawal. Les actions que j'ai menées à Gawal, je les avais menées déjà avant de connaître Cellou Dalein, avant que Cellou n'arrive à l'UFDG. Donc c'est important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de poids de l'UFDG, parce que c'est un parti politique. Mais j'étais quand même élu sur mon nom, avec le parti, dans ma localité. Et c'est très important. Fodé-Oussou est élu sur la liste nationale. On n'a pas les mêmes paramètres d'évaluation, parce que lui, il est de Kindia. Moi, j'avais la possibilité d'être sur la liste nationale. J'ai dit non, je vais être confronté directement à l'élection. J'aurais pu ne pas être élu. D'autant mieux qu'en 2010, le RPG occupait toutes les collectivités de Gawal. 72 districts sur 72. Vous voulez dire le PIP ou le RPG? Le RPG. Le RPG dirigeait les 72 districts de Gawal et dirigeait les 8 communes de Gawal en 2010. En 2013, quand j'ai été élu député. Donc, il y avait très peu de chance. Vous aviez l'administration qui était à vos trousses. Moi, j'arrivais de l'étranger, il y avait des poches de territoire où je n'étais pas du tout connu. Même à Gawal, c'est mon père qui était connu. Moi, je n'étais pas du tout connu parce que ça faisait très longtemps que j'étais à l'étranger. Mais j'avais mené des activités locales. J'avais fait une mosquée à Wenomboro, j'avais fait beaucoup de petits ponts dans les localités, j'avais fait beaucoup d'écoles dans les circonstances, même sans venir. J'ai envoyé des gens, j'avais électrifié la ville de mon père avec 4 km de câbles électriques. J'avais envoyé un groupe électrogène pour électrifier la commune urbaine. Mais je n'étais pas localement là. Mais je faisais des activités. Donc quand tu viens, tu associes ton nom et ton image à des actions que tu as faites dans le passé. C'est facile pour les gens de faire un lien. Mais j'ai aussi bénéficié du fait que mon père était là, était connu. Avant, et qui était un acteur politique depuis les années 60, dans cette même localité. Donc tout ça a été des avantages. Et puis évidemment, il y a l'image aussi du parti qui est venu couronner tout ça. Mais ce n'est pas parti de rien. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé et qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Je dis donc, Fodé-Oussou a sa trajectoire dans le parti. Toute sa légitimité, il la doit à Cellou Dalein. Parce que lui, c'est pour cela qu'il dit que vouloir prendre la tête de l'UFDG, pour lui, c'est un rêve. Lui n'était rien. Mais attendez, le rêve, ce n'est pas un crime. Moi, je rêve. Mais lui aussi, je l'invite à rêver. Lui, il s'interdit même de rêver d'être président. C'est pas réaliste. Mais qu'il laisse les électeurs... On regarde de l'emprise de ce que Cellou a sur le parti. Mais ça ne devrait pas être... Mais cela devrait faciliter le travail à Cellou. De dire, allons-y. Parce qu'il a tellement d'emprise sur le parti, ça devrait être facile pour lui. Quand vous dites que vous voulez le perchoir de l'UFDG, quels sont les arguments que vous disposez? Est-ce que vous pensez aussi que Cellou, à ce stade, avec toute la popularité et qu'il a, pensé vraiment qu'il est déboulonnable, que vous pouvez facilement le concurrencer à la tête du parti? Moi, je ne dis pas que c'est facile, mais je veux le challenger. Comme tout ça, c'est des arguments qu'il a. Il a le poids, il a tout ça, le parti, il est indéboulonnable. Allons au débat sereinement, sans en faire des délits. Ce que je déplore dans le comportement de Fodé-Oussou, c'est de considérer que quand on veut être président du parti, c'est un crime. Le résultat, il faut qu'on t'exclue. Parce que c'est là la question. Est-ce que votre démarche vise à favoriser l'alternance à la tête des partis de l'UFDG et par extension à la tête des partis politiques en Guinée, ou souvent ce sont en tout cas des rois qui sont là depuis plusieurs années? Et deuxièmement,
Est-ce que, vu votre, en tout cas, animosité avec Cellou Dalein, est-ce que le scénario que vous présentez, c'est-à-dire président du parti, même si vous ne pouvez pas être candidat, donc possiblement Ousmane Gawal, président du parti, est-ce que c'est possible que Cellou soit candidat d'un parti dont vous êtes le président? D'abord, c'est un test pour lui, pour Cellou, son rapport avec la loi. C'est un texte qui est important. Quel message, quel comportement de démocrate il veut que les Guinéens retiennent de lui? Est-ce qu'il est capable de gouverner en respectant les textes de l'UFDG? Est-ce qu'il est capable d'admettre la contradiction? Il faut rappeler que quand il était au PUP, il n'aimait pas l'opposition. Il n'aimait pas... Non, mais c'est clair. Moi, quelle preuve? Moi, j'étais militant déjà. Mais un peu, vous reprochez la même chose aujourd'hui. Attendez. Vous n'êtes pas gentil avec l'opposition actuelle. J'arrive. J'étais militant au PGP. J'étais militant dans une alliance qui s'appelle le FLUG, le Front de lutte et de gouvernement, qui était composé du RPG, de l'UNR, du PGP et de Diama, de Mansour Kaba. Je connais un peu les acteurs politiques de ce pays. Et donc je dis, aujourd'hui, si vous voulez envoyer une bonne image, peu importe le parti auquel vous partez, vous devez dire aux Guinéens, si moi j'arrive au pouvoir, les textes fondamentaux seront ma référence. Ma tolérance vis-à-vis de l'opposition et de l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose de fondamental. Si vous refusez de faire référence à vos textes qui gouvernent un parti, vous refusez le débat d'idées, vous refusez la contradiction, ça craint une fois à la tête du pays. Il faut, dès à présent, que vous dites aux Guinéens, oui, je suis ouvert à ça, à la contradiction, au débat et aux rapports loyaux dans une gouvernance. On n'est pas obligé d'être tous dans la même compréhension du moment. Il y a des arguments qui plaident peut-être pour sa faveur, il y a des arguments qui plaident contre lui. Il faut permettre aux militants de débattre sereinement. Si on ne peut pas favoriser ça, tous ceux qui disent « Oh, il veut la tête de l'UFDG, il faut l'exclure », ils n'envoient pas un bon message d'un parti prêt à gouverner dans la diversité et à respecter la diversité d'opinion. Et ça, c'est très grave. Bien, vous disiez que Cellou n'aimait pas l'opposition en son temps. Mais bien sûr, mais on sait comment le PIP nous a maltraités. Non, tout le monde sait comment le PIP nous a maltraités dans ce pays. Avant. Comment ça? Mais comment ça? Vous savez, l'histoire de la Guinée est pleine de... Non, mais personnellement, je n'en sais absolument rien. Oui, je n'étais pas dans la presse. Mais il était parrain d'une localité dont on sait parfaitement comment ça se passait à la baie. On sait parfaitement. Je dis tout ceci, il peut le corriger en changeant son attitude aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'UFDG aussi, il ne montre pas du tout de tolérance par rapport à ceux qui pensent différemment que lui. Parce que c'est ça. Dès que vous pensez différemment, hop, il faut vous exclure. Et cela, c'est un comportement qui est grave. Bien. Dans une démocratie. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous forcez, si vous venez à forcer la citation pour prendre la tête de l'UFDG et que cela ne marche pas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez déjà pensé à une alternative qui consisterait par exemple à avoir votre propre parti politique comme l'a fait en dernier ressort Baouri qui a mené le même combat, mais in fine il a décidé de... ou rien. Voilà. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça que je pense. Il n'y a pas besoin de politique. Il n'y a pas besoin de forcer. Cela devrait être naturel. Et c'est là que j'ai une incompréhension par rapport à l'attitude du vice-président Fodéos. Je dis, si vous êtes dans un parti démocratique, vous ne pouvez promouvoir que les idées démocratiques. Vous ne pouvez pas promouvoir autre chose. Sinon, c'est mauvais. Et c'est ça son attitude. Et c'est ce qui est incompréhensible. Vous ne pouvez pas dire je suis un libéral, mais je n'aime pas la compétition. Je n'aime pas la diversité d'opinion. Mais je suis libéral quand même. Il y a un problème. Soit il ne comprend pas c'est quoi le libéralisme, soit ce n'est pas un parti communiste. Ce n'est pas un parti... je ne sais pas moi, trotskiste. C'est un parti libéral qui met la liberté d'opinion, la liberté fondamentale, la liberté individuelle au cœur de son projet de société. Et c'est ça que, quand j'ai même entendu dire, c'est lui qui n'aime pas Cellou Dalein, il n'a qu'à quitter l'UFDG. Il a dit ça à l'Assemblée générale. Qui a dit? Fodéoussou. Ouais. Dans ce même discours-là, samedi, il a dit, c'est lui qui n'aime pas Cellou Dalein, n'a qu'à quitter. Mais ce n'est pas Cellou Dalein, le projet de société de l'UFDG. Et puis lui-même, s'il était conséquent, s'il appliquait ça, mais il allait quitter son épouse, parce qu'elle n'est pas de l'UFDG. Eh bien, c'est la vérité, parce que vous l'avez, moi, l'épouse de jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une obligation que je suis parfaitement, j'ai dit que je suis en train de vous dire, non seulement moi, ma propre épouse n'a jamais été dans un mouvement politique, ma propre épouse, mais je ne vais pas dire que celui qui n'est pas avec Cellou Dalein n'a qu'à quitter le parti. Il y a un problème. Mais tu peux vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que toi.
Tu dois l'admettre. Mais tu ne peux pas dire que celui qui n'aime pas Cellou Dalein n'a qu'à quitter. Mais Cellou Dalein, ce n'est pas le projet de société. Une formation politique et ramener à contre-courant quand même. Mais vous êtes bizarre. Mais vous êtes bizarre. Il y a des points divergents dans les formations politiques. Non, par rapport au projet, vous ne pouvez pas rimer à contre-courant. Mais le projet, ce n'est pas Cellou Dalein. Le projet de l'UFDG, ce n'est pas Cellou Dalein. Dans les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG, il n'y a pas le nom de Cellou Dalein. On a un projet de société, on a un programme de société, on a des textes dans lesquels il n'y a pas le nom de Cellou Dalein. Il faut pas. Donc, ce qui nous réunit, c'est ce qu'on a là-bas, nos convictions qui se retrouvent dans les textes fondateurs. C'est ça qui nous réunit. Donc, c'est ça qui doit. C'est si on est en opposition par rapport à aux principes fondamentaux du parti qu'on peut dire, bon, vous ne respectez pas le parti. Mais ce n'est pas parce que vous aimez Paul ou Pierre. On doit regarder ce qui se passe dans le Parti républicain aujourd'hui, sans aller dans la comparaison des démocraties, mais regardez ce qui se passe. La fille de Dick Cheney et le président Trump. Mais ils ne se parlent même pas. Mais vous n'entendez personne dire on l'exclut. Ils débattent et ils donnent la chance aux militants d'arbitrer. Oui, cabinet. Ou même l'exemple de l'ancien, en fait, du secrétaire de Trump et de son ancien ami qui est aujourd'hui contre lui. Quoi. Ils sont en opposition d'idées. Et ça devrait... Mike Pence. Ça devait être encouragé à l'UFDG. On ne doit pas... Quand un vice-président dit, celui qui n'aime pas Cellou Dalein n'a qu'à quitter. Il dit ça à l'Assemblée générale du parti, mais ça craint. Et c'est très grave. Monsieur le ministre, ça voudra dire que demain, si c'est le président, avec 52%, les 48% des Guinéens qui n'auront pas voté pour lui doivent quitter la Guinée. C'est ce que ça voudrait dire. C'est très grave. Non, mais la comparaison n'est pas raison à ce niveau. Oui, cabinet avant l'icône, oui. Je remarque que chaque fois que le ministre parle de l'UFDG, il parle au présent. Il dit nous, on va, nous, et ainsi de suite. On se rend bien compte que pour lui, il n'est pas exclu du parti. Oui, mais justement. Écoutez, comment il pourrait exclure quelqu'un par un billet qui sort sur Internet? Il y a un processus. Donc, vous vous considérez toujours membre à part entière de l'UFDG? C'est le Congrès seul qui peut m'exclure du parti. Ce n'est pas Cellou. Cellou dit de ses intentions. Vous êtes de l'UFDG. Sans aucune possibilité. Maintenant, ils peuvent dire qu'on n'exerce pas son droit à l'UFDG parce qu'on est en opposition avec Cellou. C'est un bon message aussi pour les Guinéens. Ça, les Guinéens aussi prendront acte de ça, et moi aussi. Moi, je ne vais pas à la bagarre avec Fodéus sur ça. S'il veut faire des débats, j'ai aussi des coulistiers avec lesquels il pourra le faire. Mais, donc vous n'êtes plus son égal. Ah mais pas du tout. Lui, il ne veut pas être président. Moi, je veux être président. Donc, bien, l'icône. Monsieur le ministre, j'ai une inquiétude personnelle. Vous êtes membre du gouvernement, mais vous vous intéressez à votre parti d'origine. Ce qui est quand même contraire à beaucoup de ministres qui sont au gouvernement et qui pratiquement n'ont rien à faire avec le parti actuellement. Beaucoup estiment également que votre démarche consiste à jeter du discrédit sur Cellou Dalein Diallo pour dire aux Guinéens qu'il n'est pas un bon démocrate et affaiblir l'UFDG par rapport aux futures échéances électorales. Non, d'abord, moi, si vous ne me posez pas la question, je ne réponds pas. C'est vous qui m'avez posé la question sur l'UFDG, c'est pas moi qui parle. C'est vous, d'abord, c'est vous qui me posez la question. Pourquoi vous me posez la question? Si vous ne voulez pas que j'en parle, ne me demandez pas. Parce que c'est aussi simple. Moi, si j'avais dit je ne réponds pas, vous allez dire quoi? Non, par rapport à la candidature. Non, mais c'est vous qui posez des questions, je vous réponds. Bien. Donc, c'est vous qui m'amenez à parler de mon parti d'origine. Moi, je ne viens pas ici en disant parlez-moi de l'UFDG ou parlez-moi de tel ou tel. Ouais. Mais pas du tout. Moi, je vais vous voir en non, sincèrement, je n'ai pas l'habitude de tourner sur les questions ou de les botter en touche. Je réponds aux questions quand on me les pose. D'abord, ça respecte mon interlocuteur, mais aussi c'est peut-être parce que dans votre idée, cela intéresse vos auditeurs. Sinon, on n'en parlerait pas. Oui, bien entendu. En dehors de médias, moi, je ne parle pas de ça. Ouais. C'est pas mon problème parce que je ne vais pas dans les activités de l'UFDG, je ne vais pas dans les réunions, je ne participe pas aux activités. J'ai annoncé quand j'ai été nommé ministre que je suspendais toutes mes activités au sein du parti, mais que je restais quand même membre du parti, mais que j'avais suspendu. Donc, je ne participe même pas au débat interne du parti. Ça veut dire que j'en parle parce que simplement, vous me posez la question. Et vous dites que Fodéoussou pourra affronter vos colistiers. C'est fou. C'est qui déjà vos colistiers? Ah, mais quand on va nous demander... Il prépare sa team. Parce qu'on a l'impression, pour beaucoup, vous êtes fait cavalier seul. Vous parlez de 4000 jeunes. C'est pas moi, c'est lui qui a compté les jeunes. C'est qui ces colistiers déjà? Non, mais vous savez, c'est réel, vous avez 4000 jeunes de l'axe. Non, moi je ne fais aucune statistique. Je dis simplement, donnons la chance au débat démocratique. Donnons la chance, donnons le choix
à nos militants. Respectons leur opinion et leur choix. C'est très important. L'exercice, là, c'est un apprentissage de la démocratie pour tout le monde. Apprendre même à perdre dans une élection locale. Vous savez, il y a eu des élections de fédération ici, à l'UFDG, où des gens se sont poignardés pour être dans le bureau fédéral, dans l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à perdre. Faire des élections dans un parti, c'est une éducation. Qu'on apprend aux militants à gagner avec humilité et à perdre avec humilité. Et ça, c'est très important aussi. Donc, si on refuse cet apprentissage-là dans un parti, on ne développe pas la démocratie. Il faut que chacun accepte de jouer le jeu démocratique en s'exerçant à ces comportements-là. Ça peut réduire les tensions, même en période d'élection nationale. Et c'est très important. Vous sentez fort le soutien au sein de l'UFDG, sincèrement. Le président de l'UFDG annonce... La question sur les policiers, elle est importante, parce que vous donnez l'impression que vous avez avec vous d'actuels responsables. Même oui, c'est ça aussi le sens de ma question. Est-ce que vous avez des soutiens au sein du bureau exécutif, au sein du conseil politique, etc., au niveau des fédérations? Quelle est l'ampleur de vos soutiens aujourd'hui au sein de l'UFDG? Sincèrement, je ne compte pas sur vous pour être élu. Je compte sur les membres de l'UFDG. Bien sûr. Donc, absolument, quand on n'a pas de bons rapports avec les gens, on ne peut pas prétendre à ça. Et puis, c'est parce que aussi, on estime que ces soutiens sont solides. Je peux me tromper, mais je dis encore une fois, il faut apaiser les choses, ouvrir les débats. Ces soutiens, c'est y compris dans les instances actuelles. Mais ça ne peut être que dans les instances. Mais bien sûr. Il y a le président de l'UFDG, Celludal Ndiallo, qui annonce son retour en Guinée, même si aucun calendrier n'a été fixé, mais le parti dit travailler à cela. Que répondez-vous? Quel est votre avis? Mais c'est très bien parce que, en fait, personne ne l'a interdit de revenir en Guinée. Il est parti librement. Il reviendra librement le moment qu'il aura choisi. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Mais il recherche quand même des garanties pour pouvoir jouir de ces libertés et tout cela. Non, je ne suis pas au courant qu'il cherche des garanties ou pas. Je sais que... Oui, mais les forces vives parlent de retour sécurisé. Donc ça sous-entend, pour beaucoup, il faut des garanties. Parce que vous savez, il y a une poursuite. Ça fait déjà, je voulais rappeler que ça fait partie des préalables des forces vives de Guinée. Moi, je ne suis pas dans les négociations pour dire qu'ils donnent des garanties ou pas. Je ne connais pas ce type de négociation. Ce que je sais, c'est que le Dalin est parti ici, librement, le jour qu'il décidera. Il n'y a aucune interdiction par les autorités à Cellou de ne pas retourner en Guinée. Il viendra quand il voudra. Et dans les conditions qu'il voudra. Parce que cela dépend de lui. Et je pense que ça, c'est un droit personnel qu'il peut exercer au moment qu'il aura choisi. Très bien. Moi, je n'ai pas de commentaire sur ça. Bien. Parce que s'il y avait des dispositions de l'État pour l'interdire de venir, on allait en faire un événement, mais il n'y a aucune disposition qui interdit à celle de rentrer en Guinée. Ouais. Mais le fait pour lui de se considérer comme quelqu'un en exil, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision personnelle. En tout cas, ce n'est pas lié à une persécution. Est-ce que pour vous, c'est un exilé politique? Justement. Non, parce qu'un exilé politique, ça veut dire que c'est quoi un exilé politique en réalité? C'est soit vous choisissez vous-même, vous êtes persécuté, vous considérez que vous ne pouvez pas vivre là-bas, vous partez. Mais le fait de casser son domicile. Mais c'est pas, attendez, vous faites de casser son domicile, c'est pas une persécution. Même s'il considère que c'est illégal, il y a des moyens de recours, c'est pas une persécution, c'est pas ce qu'on appelle une persécution. Mais le dossier était pendant devant la justice. Je vais vous dire une chose. Le dossier était pendant devant la justice. Comprenons-nous. Quelqu'un qui vient m'arracher ma voiture personnelle que j'ai, en fait un autre usage, même si c'est l'État, c'est pas une persécution. Ça peut être Je dis quelqu'un qui vient alors brûler ma maison ou l'arracher ou la prendre, c'est un abus, tout au plus, mais c'est pas une persécution. C'est pas pour ça que je peux pas vivre en Guinée. Quand c'est l'État, ça fait peur. Si c'est attendez, un particulier, je dis, un État, c'est une machine. Je veux pas vous dire que ça ne fait pas peur, mais c'est pas pour ça que je vais dire qu'il lui est interdit de venir en Guinée. Une persécution, c'est pas cela du tout. On peut considérer qu'on a été abusé, que l'État a abusé de son pouvoir pour nous faire du tort. On peut considérer ça comme on veut, mais c'est pas une persécution qui empêche quelqu'un de rentrer dans son pays, quand même. Parce qu'au moment où ça se fait, personne ne l'a dit, si tu restes en Guinée ici, on va te tuer ou on va te faire ceci. Non, après, il a sa propre lecture de cet événement-là qui lui permet de faire les déclarations qui sont les siennes. Mais moi, quand ma maison a été brûlée ici en 2000, je sais bien que c'est des militants à l'époque du RPG qui sont allés détruire ma maison à Labondi en 2014. Mais je n'ai pas quitté la Guinée. Non, mais les militants, c'est différent de l'État. Mais vous imaginez que les militants du RPG auraient pu faire ça s'ils ne pensaient pas être forts de l'État? Mais il n'y avait pas l'État. À l'époque, il n'y avait pas l'État. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai même pas porté plainte. Mais c'est quand même une maison. Et comme beaucoup d'autres personnes en Guinée ont perdu beaucoup de biens. Beaucoup de biens, peut-être à des valeurs comparables.
au bien que lui, il a perdu. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai quitté la Guinée pour aller me réfugier en disant que j'étais persécuté. Bien, notre invité précis du jour, M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des postes de télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. On va poursuivre cette interview dans un instant. FIM FM. Mirador, la plus haute estrade de l'Inde. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Diallo, Aboubacar Diallo. Allez, quelques réactions rapidement avant de continuer cette émission. On a encore quelques minutes avant d'aller à la pause. Allez, je commencerai par ce message de Fodé Ousfana, voilà, qui est à l'écoute. Aboubacar Diama n'a jamais appartenu au FLUG qui était composé du RPG, de l'UNR et du RPG. En plus, le ministre était un garde du corps. Il a été même garde du corps d'Alpha Condé. J'espère qu'il a présenté ses diplômes de France, du Canada au colonel Doumbouya. Voilà, il insistait donc pour que son message soit lu et c'est déjà fait. Allez, Tidiane qui réagit également, Tidiane Ba, du côté de Mouna. Ousmane Gawal fait de la vraie politique dans le respect des principes démocratiques. De tels hommes devraient exister dans tout parti qui aspire diriger un pays. Voilà, c'est l'avis de Tidiane. Allez, c'est autre aussi, voilà, le message d'un auditeur qui a souhaité donc l'anonymat transmis par Arissatou. Génération progressiste de Guinée, GPG, c'est le nom du futur parti de OGD. Voilà, posez-lui la question. Génération progressiste de Guinée. Donc ça s'appelle GPG. Est-ce que c'est le nom de votre parti au cas où vous ne réussissez pas à prendre... D'abord, je veux dire, quand Fodé Oussou dit que le diamant n'a jamais appartenu au FLUG, ça montre vraiment la jeunesse politique de Fodé Oussou. Parce que je vais vous dire une chose. En 86, j'étais déjà en train d'être initié par Baouri, en l'occurrence, qui est là aujourd'hui, par la vision politique qu'il avait à l'époque pour organiser une conférence nationale vérité et tout en 86, 87. Et puis 88, ils se sont bagarrés ici pour créer l'OGDH. Les partis politiques n'existaient pas. Toutes les réunions qui ont eu lieu soit à Boussoura, soit à Matam, pour créer les premières formations politiques, j'y étais. Les Baousman sont là, qui sont des acteurs. Les Faya Milimono était mon premier responsable à la jeunesse au PGP, qui était le premier parti politique agréé dans ce pays. Fodé Oussou ne connaît pas ces parenthèses-là, il ne connaît pas ça. Et ensuite, le FLUG a été constitué par ces 4 partis. Monsieur Mansour Kaba est là. Il ne faut pas qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas. Et c'est ça qu'on appelait l'opposition radicale. Et sur les ruines de cette opposition que la CODEM est née en 95. Mais Fodé Oussou ne connaît pas ça, parce qu'à l'époque, il était encore en train de chercher à créer une pharmacie. Et donc, mais il se trompe parfaitement. Il se demande si vous avez aussi présenté à l'époque là, vos diplômes au colonial, diplôme de France. J'arrive sur ça. Ensuite, à l'époque, j'assumais la sécurité, effectivement. À l'intérieur du mouvement des jeunes, il n'y avait pas des structures de sécurité privées. C'est les jeunes qui assuraient la sécurité des leaders quand ils se déplacent. Mais voilà, et je suis fier de dire qu'effectivement, je faisais ça en son temps, derrière les grands leaders. Chacun a passé en tant que ceinture rouge. Mais je n'ai pas fait ça aussi parce que j'étais coursier. J'ai fait ça parce qu'on me prêtait des aptitudes. Et c'est pour ça aussi que je fais ça. Donc, la deuxième chose, quand on recrute un ministre, on ne parle pas de diplôme. Le ministre, ce n'est pas un métier. Et il ne connaît pas ça. Quand vous présentez. Maintenant, s'il veut vérifier mes diplômes et tout ça, mon CV est en ligne. Qu'il aille regarder. Toutes les entreprises qui sont citées là et les universités, on peut faire de due diligence. Non, il ne parle pas. Non. Le rapport de l'IEG ne me concerne pas. Alors, pas du tout. Mais c'est Fodé Oussou qui en parle. Je dis, si Fodé Oussou veut, à volonté, il peut questionner l'Université de Paris 5 René Descartes, l'Université de Lyon 2 Lumière, l'Université de Lyon 3 et l'Université de Pierre Mendès France de Grenoble, le HEC de Montréal. Il peut aller demander, je peux lui communiquer mon matricule, il est sur mon CV et puis il allait regarder. Ça, c'est simple, ça. C'est pas la peine de jeter. Non, c'est pas le nom d'un parti politique que je crée, je ne suis pas dans cette démarche. Très bien. Allez, c'est ce qui nous conduit à la deuxième grande pause dans cette émission. Allez, les dés sont jetés. Gardez vos positions d'écoute. On revient pour continuer cette grande interview, ce grand oral avec M. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. On va rester avec lui jusqu'à 11h. C'est à présent au second volet de ce plan d'interview du ministre Ousmane Gawal Diallo.
Oui, monsieur le ministre, bien évidemment, on sort de la semaine du numérique qui a été pilotée, organisée. Peut-être on va enchaîner avec la politique. On reste dans le siège de la politique. On parle de la conduite de la transition. D'accord. Alors, s'agissant du chronogramme, monsieur le ministre, quelle idée avez-vous de sa mise en œuvre actuelle? Parce que l'opinion est confuse malgré certaines sorties du ministre de l'administration du territoire qui en a fait un bilan d'étape. La compréhension de l'opinion n'est pas suffisamment fondée par rapport à où en sommes-nous dans le processus de mise en œuvre des 10 points du chronogramme de la transition. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le chronogramme, on peut le mettre sous 3 chapeaux. Le chapeau recensement, celui rectification des textes fondateurs et le processus électoral. On est dans la première phase et la deuxième phase. La première phase, celle qui consiste à préparer le recensement de la population à caractère d'état civil, et la préparation est très avancée. Le ministre de l'administration du territoire a réuni les diplomates il n'y a pas très longtemps pour faire ce point-là. Il a apporté la preuve qu'on n'était pas en retard par rapport à la mise en œuvre. Parallèlement à ça, les refontes des textes fondamentaux sont en cours. Et ces réformes-là, ces refontes sont menées au niveau du CNT. Et c'est déjà en cours. Ça veut dire que 2 des actions majeures sont en train d'être déroulées. Quels sont les textes en refonte au CNT? Mais déjà, quand vous construisez le chapeau le plus élevé, la Constitution, toutes les autres lois organiques qui découlent de ça, qui sont spécifiques aux institutions qui vont découler de la Constitution, vont être actualisées ou créées. Donc, on crée le chapeau et après, on fait les ramifications. Donc ça, c'est déjà un travail qui est en cours et qui se fait en parallèle de la préparation du recensement à caractère d'état civil. Ce recensement, d'une certaine manière, il est déjà en cours parce que toutes les personnes qui sont en train de prendre leur extrait de naissance biométrique ou leur nouvelle carte d'identité biométrique ne repasseront pas pour le faire. Ça veut dire que tous ceux qui vont anticiper pour faire ça ne vont pas revenir parce que les informations dont on a besoin pour constituer l'état civil sont déjà en train d'être, d'une certaine manière, constituées. Donc, il n'y a pas un retard en la matière. Il y a un retard sur la mobilisation financière des partenaires techniques qui ont proposé d'accompagner la Guinée. Mais ça aussi, probablement, c'est parce que ces structures-là anticipent dans leur budget respectif, prévoient ça et que c'est ce travail de préparation d'inclure dans leur budget pour que les institutions la puissent en ce moment-là rentrer dans le processus de décaissement et venir accompagner. Vous avez besoin d'un budget de près de 6 000 milliards de francs guinéens pour mettre en œuvre, en route ce chronogramme sur 2 ans et à date. De combien vous disposez? Non, c'est même comme ressources. Vous avez vu le budget qui a été fait dans le budget des élections et ce qui a été budgétisé dans la loi de finances actuellement en cours. Et on part de zéro. On part de zéro. C'est pas une transition qui vient récupérer quoi que ce soit du passé. Pourquoi? Parce qu'on veut partir d'un état civil. La Guinée n'a pas d'état civil. Donc nous repartons de zéro. Il n'y a pas d'état civil, donc on le crée de zéro. Pourquoi? Parce que le fichier électoral a été, au cours des 30 dernières années, la pomme de discorde de tous les processus électoraux de notre pays. Il faut régler ça définitivement. Et pour le régler, il n'y a pas 1000 manières. Il faut créer un état civil et que chaque année, les nouveaux électeurs sont affichés. Et c'est connu de tes partis politiques, la société civile et tout le monde. Qu'on sorte de ça. Qu'on sorte systématiquement chaque fois qu'il y a des élections, on fait un recensement circonstanciel qui va faire des problèmes. Donc on va créer un socle unique et ça demande des efforts financiers, ça demande une organisation. Donc c'est une espèce de refondation du système électoral. C'est cela même la transition, c'est une refondation. Bien. Quel répondez-vous à ceux qui qualifient ce budget de chantage? Après on verra. Si les gens rentrent dans le détail, je pense qu'on est un État aussi dans lequel la suspicion, c'est la règle générale. Quand vous dites quelque chose, par défaut, quand vous incarnez l'institution, vous êtes suspect. Et vous êtes présumé avoir raconté des conneries. Ça, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance entre l'État et les citoyens. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler. Moi, je me rappelle, excusez-moi de faire la parenthèse, quand je suis venu à la radio, j'ai dit, attention, la perturbation que les médias connaissent, l'Internet, il y a un problème. Tout le monde a dit non, c'est pas vrai. Et ça continue encore aujourd'hui. Encore l'Internet continue d'être perturbé. Or, ce n'est lié à quelque chose. Parce que quand j'ai dit ça, par défaut, les gens disent, il ment.
Mais c'est comme ça la nature de notre rapport parce que notre État n'a pas été suffisamment capable de créer cette confiance avec le citoyen. Et donc, on est douteux. C'est pour ça que les gens permettent de jeter le discrédit sur tel ou tel sujet. Même le rapport de l'IGE qui est sorti, on préfère en débattre partout alors que ça concerne un exercice qui justifie pourquoi il y a eu cette interruption du pouvoir de Alpha Condé. Parce que c'est ce rapport-là aussi vient justifier ça, parce que ça couvre des périodes de 2019 à 2021 où moi, on n'était pas en affaires. Mais on a demandé cet audit pour confirmer toutes les dérives qu'il y avait dans ce moment-là. Moi, je vais vous dire, dans mon secteur de télécom, je l'ai dit ici tantôt, vous regardez un data center qui a été acheté en ce moment-là à 10 millions de dollars. Un data center qu'on attend toujours. Dans quel service? Au ministère des Postes et Télécommunications d'avant. J'ai trouvé qu'une facture de 7 millions de dollars a été décaissée. Un data center sur le marché... Mais ça, c'est pas dans le rapport. Non, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu le rapport. Mais je dis simplement, quand vous regardez ça, c'est dans mon secteur du ministère des Postes et Télécommunications, un data center, ça coûte 500 000 ou 1 million de dollars. Mais on le facture quand même 10 millions de dollars. Mais ça s'est passé dans notre pays. Vous voulez que j'aille extraordinaire. Et ces 10 millions, 7 millions sont déjà sortis. Il n'y a pas de trace de data center. Waouh. Donc, mais c'est un dossier qui doit aller à la CRIEF, monsieur le ministre. En tout cas, nous, on a fait un rapport d'audit qui a été déposé à qui de droit. Après, l'agence judiciaire de l'État et les structures décideront. C'était en quelle année? Moi, je viens de finir le rapport au mois d'avril, je crois, qu'on m'a rendu le rapport définitif concernant ce problème, parce que... Concernant le data center ou bien pour... Non, pour le data center et pour beaucoup d'autres secteurs. Parce qu'au fait, tu parles de ce que tu connais ou de ce qu'on t'a rapporté. Tu essaies de voir. Donc, il y a beaucoup de situations qui sont compliquées. Donc, quand l'inspection générale de l'État fait un rapport d'audit qui couvre une période 2019-2021, au lieu que les gens analysent cette partie, hop, on dit, ouais, le CNRD aussi. On prend ça, hop, on crée. Alors que le CNRD a fait ce travail pour, d'une certaine manière, apporter la preuve à l'opinion de dérives dans lesquelles nous étions en train de... Du coulage financier. Et c'est très important. Ouais. On va rester sur le chronogramme, la mise en œuvre du chronogramme, avec vous, Mamadou Ouri. Oui, on parle de la mobilisation des fonds, n'est-ce pas, pour financer le chronogramme. Ouais. Et quand effectivement le ministre de l'administration du territoire a fait donc ses travaux de la commission de comité de suivi, il a dit qu'à date, c'est la Guinée seulement qui a déboursé tout ce qui a été mis comme argent. Alors, du côté de la CEDEAO, est-ce que vous pensez qu'il faut forcément, elle, au devant pour y arriver, n'est-ce pas? Est-ce que ça devient une obligation pour la CEDEAO donc de pousser les partenaires à mobiliser ces fonds-là? La CEDEAO, c'est un partenaire essentiel de la transition. Nous sommes un pays de la CEDEAO. Et nos rapports, Dieu merci, sont cordiaux. Les rapports sont bons entre nous et la CEDEAO. Et donc, comme elle est en avant pour renforcer la démocratie, pour pousser les États à aller vers plus d'inclusivité et tout ça là, je pense que la CEDEAO aussi devrait assumer cette part de responsabilité qui est la sienne, d'aller rassurer de l'évolution du processus dont elle est partie prenante. Et ça, c'est fondamental. Donc nous comptons aussi pour les ambassadeurs accrédités ici dans le pays, qu'ils soient du G5 ou d'ailleurs, ou qu'ils viennent des institutions internationales auxquelles la Guinée est partie État. C'est important que ceux-ci aussi témoignent de la volonté de l'État. Et c'est ça l'intérêt de cette opération de transparence avec ces structures-là, pour dire d'où on est parti, voilà où nous sommes et vers où nous allons, pour permettre à chacun de jouer un peu le jeu pour faire en sorte que la Guinée puisse avancer. Ouais. Un observateur. En termes de méthode, je termine sur la même question. La même CEDEAO n'aurait pas été donc prise en compte dans l'ameublement du comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme. Vous savez, tous les ambassadeurs qui ont été invités, on n'est pas sous tutelle. La Guinée n'est pas sous tutelle. Ça veut dire que nous créons quand même des organisations qui sont propres à l'État. La CEDEAO vient aussi vérifier que tout ça là rentre dans le cadre de ce qu'elle a dit. C'est pas dit que c'est la CEDEAO qui va gouverner à la place des Guinéens. Non. Donc il doit être elle est là. Mais il est prévu que la CEDEAO siège au sein du comité de suivi et évaluation du chronogramme. C'est ce qui était dans le rapport. Ils sont dans le comité de suivi. Comme bien sûr, mais ils viennent pas autrement. Ils viennent observer et témoigner aussi de ce qu'ils voient. C'est très important cette place. C'est pas une place de décideur. C'est pas ce qui a été décidé à la signature de l'accord, le compromis dynamique avec la CEDEAO. En tout cas, dans le compte rendu, ils étaient là, ils occupaient une place privilégiée avec les ambassadeurs. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a été arrêté officiellement lorsque la Guinée, en tout cas les autorités de la transition, se sont engagées dans un accord de 2 ans de transition avec la CEDEAO?
quelle position la CEDEAO devait avoir à l'intérieur de ce comité de suivi et évaluation. C'est très important, monsieur le ministre. C'est ce qui avait été prévu. Bien sûr, la CEDEAO n'est pas venue pour prendre part dans les institutions qui sont en train d'être mises pour la transition. Elle est venue pour faciliter les échanges, le dialogue entre les acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Et donc, comme une forme de conseil arbitre pour aider les Guinéens à sortir. Est-ce que la CEDEAO a été consultée dans le processus de création du comité de suivi? De mise en place du comité de suivi et évaluation. Parce qu'apparemment, ils ont été pris de court par l'annonce, le décret. On n'a pas encore perdu la souveraineté de notre gouvernance. Nous gouvernons. Sauf que l'accord suggère justement une concertation. Oui, la concertation. Est-ce que la concertation, ça veut dire l'approbation? Bien sûr qu'il y a des échanges. Quand nous faisons des choses, nous sommes interdépendants dans les pays. Nous, quand nous faisons, même quand on fait notre loi de finances, nous échangeons avec des gens, avec des institutions, Banque mondiale et tout ça. Même quand on fait la loi de finances, ça ne veut pas dire que c'est elles qui vont décider à la place du ministre des Finances ou du gouvernement. Mais il y a toujours des concertations, même si elles ne sont pas publiques, mais c'est comme ça que ça procède. Bien, la suite avec vous, cabinet Fofana. Alors, monsieur le ministre, en parlant de la mobilisation du financement, est-ce qu'on peut aujourd'hui y arriver sans la CEDEAO quand on sait que dans l'accord qui a donc permis l'édition du chronogramme des 24 mois, il a été textuellement dit que la CEDEAO devait s'engager à donc travailler à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des activités du chronogramme. C'est la contrepartie au fait, je pense, c'est une institution sous-régionale qui a pris fait et cause pour accompagner la Guinée dans sa transition. Nécessairement, sa partition est attendue. On attend aussi qu'elle pèse de son poids en tant qu'institution sous-régionale pour encourager les différents donateurs à s'acquitter de leur engagement pour que la Guinée puisse avancer. C'est un devoir. Quelle est la réponse à date de la CEDEAO par rapport à cette sollicitation d'accompagner la Guinée à mobiliser les fonds? C'est pas une sollicitation, ça fait partie des engagements. C'est pas une sollicitation que nous lançons pas, elle n'est pas nouvelle. Justement, quelle est la réponse actuellement de la CEDEAO? Non, nous considérons qu'ils sont en train de faire les efforts qui sont les siennes. Vous n'en avez pas la certitude, vous considérez? Écoutez, bien sûr, parce que c'est un engagement, nous considérons jusqu'à preuve du contraire que la CEDEAO c'est un partenaire pour la Guinée et que quand elle prend des engagements, qu'elle s'y engage et qu'elle s'exécute. Mais quelqu'un répond de vous aux observateurs qui pensent que si les financements attendus n'arrivent pas à bonne date pour mettre en œuvre ces 10 points de contenu dans le chronogramme, que cela pourrait générer un glissement du calendrier de la transition. Que répondez-vous à ces observateurs qui pensent que le CNRD pourrait prendre prétexte de retard à l'allumage dans la mobilisation du financement de près de 6 000 milliards pour justifier un report? Est-ce que c'est un prétexte ou un glissement du calendrier? Quand vous voulez vous déplacer d'une région à une autre et puis vous avez besoin d'une voiture et la voiture ne vient pas, est-ce que c'est un prétexte quand vous n'arrivez pas à destination? Ce n'est pas un prétexte, c'est un fait. Maintenant, nous estimons qu'on n'arrivera pas à ce point et que tout sera mis en œuvre pour aller de l'avant parce que les différents acteurs qui ont pris des engagements connaissent la situation de la Guinée. Dans tous les cas, le gouvernement, le président de la transition, tout le monde travaille pour que chaque acteur remplisse ses obligations pour que la Guinée avance. Maintenant, même si toutes les ressources financières là étaient mobilisées, si le contexte justifie qu'il y ait aéroport, il y aura aéroport. Quel contexte? Mais si ça... Donc ça ne doit pas être... Imaginez un scénario... Ça ne doit pas être une question... Mais c'est pas une question mystère. Imaginez une situation catastrophe. Un événement se produit comme celui de la Covid-18, qui fait qu'il est impossible que les gens se regroupent, même pour se recenser. Vous faites quoi? Covid-19. Oui. Si par exemple un événement comme ça se passe, vous faites quoi? Bien. Quand un événement comme ça se passe, vous n'avez pas d'autre alternative que de différer vos engagements. Donc je dis, il ne faut pas prendre ça comme un tabou. Le contexte va justifier qu'on avance tranquillement de bon déroulement et c'est vers ça que nous travaillons avec la certitude que rien ne va venir perturber le calendrier. Mais si des événements majeurs se posaient et que cela justifie, il ne faut pas qu'on considère ça comme un tabou parce que s'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. C'est comme ça. Oui. Mais, monsieur le ministre, on a comme l'impression que la CEDEAO ne se bouge pas suffisamment pour hâter la mobilisation des ressources. Est-ce que cet état de fait-là n'est pas dû au fait justement que la CEDEAO s'est désolée de l'unilatéralité par laquelle la mise en œuvre
du chronogramme se fait par le gouvernement? Parce qu'il s'est été dit... Non, c'est pas notre sentiment. Très sincèrement, c'est pas le sentiment que nous avons du point de vue du gouvernement que la CEDEAO ne se bouge pas. La CEDEAO fait ce qu'elle peut et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont constatés. N'oubliez pas aussi que la sous-région est en proie à beaucoup de situations compliquées, sinon plus compliquées que le cas de la Mais on Guinée. vient de faire reporter la mission de la CEDEAO qui était attendue le 17. C'est normal. Le fil du dialogue est maintenu avec la CEDEAO? Absolument, absolument. Et c'est normal aussi. Hein. Je pense que ce que j'ai dit en début, quand le gouvernement dit quelque chose, par défaut, on le dit, c'est douteux. Mais la vérité, c'est que le ministre des Affaires étrangères il y a un problème de discordance. On n'imagine pas que le président le président Yahi Boni vienne ici et qu'il ne puisse pas remplir son agenda tel que prévu parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Ça veut dire que vous le faire. Bien. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que dans la consultation, il a été acté qu'il y avait des difficultés en dernière minute qui justifiaient qu'il y ait un rapport. Bien. On va poursuivre avec vous, Bassiko, avant l'icône. Ouais. Les forces vives de Guinée réclament une autre session de dialogue. Ouais. Est-ce que cette session de dialogue sous l'égide de la CEDEAO est-elle possible avec l'implication de la CEDEAO et des chefs religieux? Vous savez, est-ce que vous l'envisagez? Non, j'aime dire que le dialogue dans un pays est permanent. On devra toujours dialoguer. Parce que c'est pas parce qu'on aura dialogué qu'on dira il n'y a plus de dialogue. Il y aura du dialogue. Mais sur quoi on va parler, c'est ce qui va changer. Est-ce qu'on va dialoguer pour reprendre le calendrier électoral, enfin le processus de sortie de la transition? Est-ce qu'on va dialoguer sur ça? Ça, c'est non. On ne va pas dialoguer pour remettre en cause quelque chose qu'on a commencé à mettre en œuvre. Est-ce qu'on va dialoguer pour aplanir certaines divergences existantes? Oui, ces dialogues sont nécessaires. Si les acteurs de la société civile veulent venir, ou des partis politiques veulent venir qu'on débatte de sujets nouveaux, mais c'est tout à fait raisonnable qu'ils viennent, que ce soit entre nous, et d'ailleurs nous les invitons à venir au dialogue, n'a pas à attendre l'arbitrage de quelqu'un, poser les questions. Le dialogue dans un pays doit être la culture de règlement des contradictions. C'est nécessaire et c'est permanent. Par contre, on ne peut pas tout le temps revenir sur un sujet. Il y a eu un dialogue sous l'égide de la CEDEAO qui a sanctionné un calendrier de sortie de crise, qui a sanctionné des contenus et validé des étapes de la transition. On ne peut pas remettre ça en cause. Mais ce dialogue s'est tenu avec une frange de la classe politique. Sous l'égide de la CEDEAO. Et je pense que si la CEDEAO a pris la responsabilité de venir et de valider ça, on ne peut pas quand même dire non, ça n'a pas été validé par la CEDEAO. C'est ça, c'est pas pareil. Ça a été acté par la communauté internationale. La Guinée a accepté cela. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO, au sorti de sommet du 4 janvier, a demandé un dialogue plus inclusif. Mais c'est pour ça que je vous dis, on peut dialoguer tout le temps. Mais c'est les sujets sur lesquels on dialogue qui vont évoluer, qui vont changer, parce qu'on ne va pas parler de la même chose tout le temps. Sinon, le dialogue est nécessaire. Mais ce n'est pas l'obstacle à la tenue d'une nouvelle session. C'est-à-dire, actuellement, vous semblez nous dire que les forces vives veulent nous ramener au sujet entièrement débattu dans le précédent cadre de dialogue, alors que ce dont il est question, c'est même d'abord l'acceptation de certains préalables que ces forces vives la posent. Mais qu'ils viennent discuter, encore une fois. Je dis... Qu'ils viennent discuter où? Qu'ils viennent discuter. À l'intérieur du cadre existant? Il y a un cadre de dialogue. Le Premier ministre s'est déplacé même en dehors de ce cadre. Il faut le louer quand même. En dehors de ce cadre, pour se prêter au dialogue avec les acteurs de la société civile et des partis politiques qui n'étaient pas présents dans le cadre du dialogue. Donc, les discussions là sont nécessaires. Il faut juste qu'on travaille. Donc, pas question de créer un nouveau cadre de dialogue comme le réclament les forces de Guinée. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que on peut créer 1000 cadres de dialogue. De ce dont on va parler, c'est ce qui est important. Est-ce qu'on va créer un cadre de dialogue pour recommencer le dialogue déjà validé? J'ai dit ça, non. Est-ce qu'on va créer des conditions d'un dialogue pour parler des sujets de préoccupation des forces vives et du gouvernement? Oui, ça c'est nécessaire. On doit pouvoir dialoguer tout le temps. Et le Premier ministre l'a dit, le Président, personne n'a fermé la porte du dialogue. Bien. Et ça c'est important. Mais sauf que le Premier ministre est membre du gouvernement, il peut être juge à la fois et arbitre. C'est ça aussi. Malheureusement, quand vous avez un dialogue, vous êtes obligé de le faire avec le gouvernement parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez dialoguer sans le gouvernement. Vous allez dialoguer. C'est un arbitre. Je veux dire une chose. Pourquoi on a besoin d'arbitre nécessairement? Posons les questions et qu'on constate l'incapacité pour nous de nous entendre. Et en ce moment-là, on demande l'arbitre nécessairement. Vous savez, dans le dialogue, quand on vient au dialogue, on se prépare au compromis. Ça veut dire que vous êtes prêt à renoncer à une partie de votre vérité pour admettre la vérité du tiers, pour qu'il y ait un compromis.
Quand le dialogue est nécessaire, c'est ce qu'on fait. Le gouvernement est disposé au compromis et il a prouvé à forte. Vous avez vu ce qui s'est passé quand ils ont posé un certain nombre de conditions. Le gouvernement a accepté ce qu'il pouvait accepter et on est en train d'aller vers ça. Bien. Il montre simplement qu'il n'y a pas de dogmatisme dans le gouvernement pour refuser. Le Premier ministre a fait la main tendue, a dialogué, a accédé à certaines des exigences qui ont été posées. Ce qui était possible pour lui, il l'a fait. Ça veut dire qu'il a fait un pas majeur. Bien. Il faut aussi que les autres acceptent de venir autour de la table, pas systématiquement poser des conditions quotidiennement et des conditions interminables. Dernière question politique avant de passer au secteur du numérique. Alors, est-ce que la satisfaction d'autres points en lien avec la revendication des forces vives est à l'ordre du jour pour sortir en tout cas de cette crise Je veux dire, qu'est-ce que vous faites concrètement? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites pour donner plus de répondre à plus de préalables des forces vives pour éviter qu'on ne retombe dans les manifestations qu'on a connues avant cette période du mois de juin? Je vais vous dire, il faut que les forces vives acceptent de mettre l'intérêt de la nation au cœur de leurs préoccupations. Ça veut dire qu'on sort de la personnalisation du débat politique. Quand le débat consiste à dire tant que Sellou, Sidia et Paul Pierre sont poursuivis, on ne vient pas au dialogue. Ce n'est pas ça l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation, c'est d'autres sujets. Les poursuites contre Sellou, contre Sidia, contre Paul Pierre, c'est des sujets personnels. Sidia n'est pas poursuivi. Non, je veux dire, je suis en train juste de faire. C'est des questions personnelles. Quelle que soit notre appréciation de ces poursuites ou pas. La question de la Guinée, ce n'est pas ça. Maintenant, quand on vient autour de la table, on peut à la fois parler des questions générales qui rassemblent les Guinéens, mais aussi des questions spécifiques. Mais si vous commencez à causer des conditions, autour du dialogue là, on ne parle pas de celle là-bas. On parlera des questions qui intéressent l'UFDG, encore une fois, ou du RPG, ou de l'UFR, ou de tel ou tel parti politique qui sont porteurs de projets pour la nation. Jusqu'à preuve du contraire, ces entités ne sont pas remises en cause. Et dans l'exercice de leur organisation, ils ne sont pas remis en cause. Et donc, c'est important que les uns et les autres acceptent de venir autour de la table et de poser toutes les questions, qu'elles soient spécifiques ou générales. Et qu'ensemble, on essaie de créer les conditions d'une confiance entre les acteurs. Ce n'est pas évident, parce que ce pays a toujours évolué dans la méfiance entre les acteurs. Mais nous devons, à un moment ou à un autre, créer les conditions de rapprochement et de recherche d'un compromis qui peut être les bases d'une confiance entre nous pour faire en sorte que le pays avance. Dernière question au plan politique. Merci Abakar. Et justement, venir autour de la table, ma question aujourd'hui c'est la configuration justement de cette table-là, sans que le colonel Mamadi Doumbouya n'ait besoin de prendre un autre décret et de recréer un autre cadre de dialogue parce que vous ne le voulez pas. Est-ce que si les forces vives acceptaient désormais de venir, est-ce que le cadre lui-même va avoir une sorte de compartiment? Parce que ce qu'ils veulent, c'est de ne pas être fondamentalement mélangés aux autres qui ont déjà trouvé un terrain d'entente avec vous à leurs yeux. Donc est-ce que en ce moment le même cadre pourra être donc compartimenté, c'est-à-dire que le gouvernement va se retrouver selon un rendez-vous X avec les forces vives et discuter en présence du G5. En présence du G5 et la CEDEAO, discuter de leurs préoccupations et se retrouver un autre jour Y avec les autres et discuter avec eux. Et au finish, on arrivera à une conclusion qui arrange tout le monde. Est-ce que ça pourrait être comme cela? Alors, pour des gens qui réclament l'inclusivité, c'est quand même bizarre, cette attitude. Ils réclament un dialogue inclusif. Non. Là, tout le monde est impliqué. On va l'écouter. Il a bien compris la question. J'ai dit, quand vous réclamez un dialogue inclusif, vous ne créez pas les conditions de discrimination, d'exclusion. Vous ne créez pas les conditions en disant, moi, je veux venir autour de la table, mais je ne veux pas qu'un tiers soit là-bas. Non, monsieur le ministre, au lycée, par exemple, il y a l'option sciences expérimentales, il y a sciences sociales. Mais tout le monde mathématiques, tout le monde veut aller à l'université. On ne mélange pas les matières. Il y a un groupe qui a déjà un terrain d'entente avec vous. Non, il n'y a pas... Attendez. Le dialogue qui s'est passé, ce n'est pas une entente seulement entre un groupe et nous. Ce n'est pas ça le problème. Il ne faut pas voir comme ça le pays. Les sujets qui entre les comités de soutien et vous. Non, ce n'est pas un comité de soutien. Je vais vous dire une chose. Les sujets qui sont débattus, est-ce que les sujets qui vont être posés sur la table n'intéressent que ces partis ou bien ça intéresse la Guinée? Si ça intéresse la Guinée, vous ne devez pas créer les conditions d'exclure un Guinéen qui veut être autour de la table. C'est très important. C'est de quoi parle-t-on? Les sujets qu'on parle là, est-ce que là-bas, si c'est sérieux que le dialogue qu'ils veulent mener, c'est pour parler
de tel ou tel leader, en ce moment-là, ça n'intéresse pas les autres. Ils ne viendront pas, naturellement. Mais si c'est pour parler de la Guinée, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et on ne doit pas parler d'exclure une entité ou un Guinéen qui veut prendre la parole pour faire en sorte que dernier point sur la politique, c'est la question des auditeurs. S'il te plaît, Abouakar, l'avis de Ousmane Gawal sur le cas Kassouri et ses co-accusés. Je n'ai pas d'habitude de commander des procédures judiciaires. Kassouri, jusqu'à récemment, était sous soins intensifs. Damaro, tous pratiquement malades. Et ils sont en prison depuis plus d'un an. Vous savez, moi, je suis passé par la case là et je ne souhaite pas la prison à qui que ce soit. Malheureusement, c'est le contexte qui le fait comme ça pour eux. Et j'imagine, je crois au ministre de la Justice quand il dit qu'il a mis les conditions pour que les gens bénéficient des traitements. Moi-même, je suis tombé malade en prison. Et j'ai bénéficié des conditions pour aller me soigner, aussi bien à Ignastine pendant un peu plus de 4 mois qu'à l'étranger. Et donc, c'est fondamental qu'on prenne soin aux gens des conditions qui sont leurs. Et je crois à ce que le ministre de la Justice a dit. Je pense que les conditions sont mises pour que les uns et les autres bénéficient des traitements c'est ce que les avocats de Kassouri réclament, c'est qu'on lui offre la possibilité d'aller se traiter à l'étranger et pour être apte à affronter la justice. Je ne suis pas en train d'être en porte-à-faux avec tel ou tel avocat. Je dis simplement ce que le ministre de la Justice a dit. Il a mis en place des conditions pour que les gens bénéficient de soins adéquats. Et que si les conditions-là n'étaient pas nécessaires, et qu'il voyait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de soins, je pense qu'il prendrait les dispositions qui s'imposent. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais Ousmane... Pour juger des gens, il faut qu'ils soient vivants. Donc si vous voulez, vous créez les conditions pour que les gens soient quand même vivants et en bonne santé pour répondre aux questions du juge éventuellement. Et ça, c'est nécessaire. Dans un instant, la dernière ligne droite de cette interview, de ce grand oral, avec notre invité précis, M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Et qu'on en s'intéresse à présent au volet numérique de cette interview. Oui, avec cette semaine numérique, monsieur le ministre, quel bilan à mi-parcours peut-on tirer de ce grand rendez-vous? Deux manières de voir. De l'avis des observateurs, c'est un événement qui a été important, qu'ils jugent avoir été bien mené. En tout cas, j'ai profité du dernier conseil de cabinet pour féliciter la présidente Mme Fatou Sylla et l'ensemble des équipes de femmes qui ont accompagné, parce que c'est les femmes du ministère des Postes et Télécommunications et des structures à côté à qui nous avions confié l'organisation, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une belle réussite en tout cas, et elles sont parvenues à montrer tout leur talent pour l'organisation des grands événements. Et cela nous a amené à candidater pour l'organisation du sommet Smart Africa qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement des pays africains l'année prochaine. Donc, c'est rassuré de retomber de ça. Maintenant, sur le plan de notre propre lecture, quels étaient les objectifs poursuivis? Mettre face à face ou côte à côte des institutionnels, les Nations Unies, l'Union africaine, Smart Africa, à côté des étudiants, des entreprises, des chercheurs, pour parler du numérique, du retard de notre pays, des solutions qui sont apportées dans les pays voisins, des perspectives, et puis de l'état de l'éducation dans ce secteur. Et j'étais absolument émerveillé de voir des enfants de la maternelle programmer des animations sur la circulation ou faire des robots en connaissant les noms par cœur de tous les composants pour faire un petit robot qui se déplaçait et qui est capable de détecter des obstacles. Donc ça, c'est des enfants de 4 ans et demi et 11 ans qui ont fait ça et qui ont fait la démonstration dans ce salon. C'était donc une merveille de découverte pour moi. Et puis, on a eu beaucoup d'experts qui sont venus de tous les coins. 22 pays se sont mobilisés quand même pour être ici, avec des représentants des gouvernements et des ministres qui sont arrivés pour dire ça. Et des rencontres qui ont donné lieu à des signatures de contrats de coopération, notamment avec le Rwanda, avec ICDL pour la formation dans le numérique. Donc tout ceci est à l'actif de ce salon, de ce forum, de cette semaine du numérique. Mais donc, cela bilan pas globalement été positif. Oui, et cela démontre aussi l'intérêt du chef de l'État par rapport au numérique, parce que c'est sous son impulsion que nous agissons, et c'est l'intérêt qu'il porte aussi à la réduction de cette fracture numérique qui est au cœur de la mission qui nous a été confiée à la tête du département des postes de télécommunications et de l'économie numérique. Bien, ce salon, cette semaine qui a été donc marqué par l'absence d'Orange Guinée, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Orange est en étant le géant du secteur des télécoms, du numérique en Guinée,
quelle est la vérité sur l'absence d'Orange Guinée à cette semaine? Je pense qu'il y a eu des malentendus. Après, la discussion a tiré en longueur. Et puis, au moment où l'accord était trouvé, ils ne pouvaient plus avoir le temps de tendre leur stand. Donc, Très bien. C'est ça, il n'y a pas eu d'autre chose. Vous savez, les entreprises... Donc il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Non, il n'y a pas besoin de polémiquer. Il y a eu... C'est quelque chose d'important, mais après, derrière, quand les circonstances ne le permettent pas, c'est tout. Ça, parce que vous-même, vous avez reconnu sur notre antenne que Orange est le premier contributeur au fisc. Non, c'est la plus grande entreprise du pays. Ouais. Et ça, c'est important. Moi, j'avais même prévu de rencontrer ce matin, n'eût été cette invitation. Ouais. J'étais en rendez-vous avec le directeur général de Orange Guinée et Très puis bien. le président du conseil d'administration, parce que c'est important aussi qu'on envoie un message, non pas de division. Il y a eu des mésententes, c'est clair, mais ça arrive partout parce qu'ils ne peuvent pas agir aussi unilatéralement. Quand les entreprises engagent, elles bénéficient aussi d'une autorisation de leur conseil d'administration et ils n'avaient pas cette autorisation rapidement. Après, derrière, voilà, nous espérons que l'année prochaine, ils se prépareront un peu plus tôt et que la semaine du numérique va être institutionnalisée. Ce que je vais faire, c'est de créer par arrêté une structure qui s'appelle la Semaine du numérique du Guinée et qui va être pilotée par des acteurs non pas seulement du ministère, mais qui associent l'écosystème, qu'il y ait un bureau permanent d'un événement de la semaine du numérique qui associe les entreprises pour qu'ils aient un plan d'action dans le pays et qu'on sorte d'une organisation de l'État seulement. Il faut qu'on institutionnalise l'organisation, qu'on la crée et qu'on dise ça s'appelle la semaine du numérique, d'autant mieux qu'aujourd'hui... Comme un peu la Sénacip à l'époque. Et qu'elle soit nationale, parce qu'on a oui, bien, non mais attendez, quand même. C'est purement institutionnel ici, quelque part. Non, mais quand même, non, cette année, avant qu'on a créé, il y a eu une tournée à l'époque. Il y a eu une tournée qui a fait des détections. Il n'a pas suivi. Qui a fait des détections et d'ailleurs les villes de l'intérieur ont ramassé les principaux trophées qui ont été décernés. Donc le numérique a tourné cette année, mais aussi c'est pour un peu officialiser le travail parce que la semaine du numérique, les ressources financières ne sont pas des ressources de l'État, c'est les acteurs du numérique qui le payent pour organiser. Donc il faut maintenant les donner la responsabilité parce qu'ils ont des comptes à part. C'est pas des comptes que le ministre gère, c'est pas des comptes que le ministre voit. La semaine du numérique a ses comptes, doit avoir maintenant une organisation pérenne, y compris qui décide des reliquats qui peuvent retomber. Il nous reste 3 minutes dans la mobilisation financière. Il nous reste 3 minutes pour aborder 2 questions qui nous tiennent à cœur avec le ministre. Monsieur le ministre, pour beaucoup, si Orange n'était pas à la semaine du numérique, c'est parce que Orange n'a pas le cœur à la fête suite à l'annulation de l'autorisation qui lui permettait de déployer l'Internet fixe. Est-ce que la messe est totalement dite pour Orange en ce qui concerne l'Internet fixe en Guinée? Non, ce n'est pas du tout le cas. D'abord, c'est pas... La messe n'est pas dite pour Orange. Non. D'abord, c'est moi, j'ai pris un arrêté pour suspendre tous les déploiements de l'Internet fixe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une architecture... Y compris pour ceux qui sont déjà... Y compris pour toutes les entreprises. Les FAI? Toutes les entreprises qui sont dans le secteur, j'ai pris un arrêté pour arrêter tout déploiement de l'Internet domestique. Très bien. Pourquoi? Lorsque moi, j'étais à l'habitat, j'étais connecté chez Orange. Ils sont venus chez moi, ils ont fait du génie civil, faire des trous et tout, installer leur antenne. Et puis j'ai eu l'Internet. Quand j'ai quitté, je suis venu au ministère de Télécom, j'ai été client chez VDC. Ils sont venus refaire la même chose. J'ai 2 antennes chez moi. Ce que nous voulons, c'est que demain, si vous avez une maison nouvelle à construire, ou vous avez une maison, qu'un opérateur vienne câbler automatiquement votre maison, comme on envoie l'électricité partout, et qu'il y ait un répartiteur dans un endroit, ou lorsqu'on veut vous changer votre abonnement, on viendra là-bas, on va débrancher Orange, on va mettre VDC. Sans toucher aux installations de votre domicile, on va vous livrer un box, comme ça se fait partout. Donc pour harmoniser cette architecture, nous avons commandé une étude, l'aménagement numérique du territoire, qui va arriver. L'étude est en cours. On ne peut pas donc, en même temps qu'on étudie, laisser les gens développer l'Internet domestique dans l'anarchie, sans créer une architecture harmonisée et une norme de déploiement de cette technologie dans les domiciles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien, Guinée Télécom, pour terminer. Oui, monsieur le ministre, vous avez lancé un appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet conseil et d'affaires. On en est où? Puisqu'il y en a qui pensent que... il y a 2 options sur la table. 2 options sur la table. Soit faire une fusion entre Guinée Télécom et un autre opérateur du secteur, ou carrément une privatisation. Écoutez, il y a toutes les options sur la table, il n'y a pas que ça. Bien. Mais on n'a pas encore le choix parce que le gouvernement n'a pas encore fini de débattre sur ça. Mais nous pouvons céder, d'après la loi, jusqu'à 70% des parts de Guinée Télécom à un opérateur, un investisseur tiers. Ça, c'est la loi qui nous autorise. Est-ce que ça va être le cas?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va aller évoluer avec des capitaux propres pour créer une société 100% étatique? Quel est le modèle de gouvernance qu'on va employer? Tout ceci, c'est des questions stratégiques qui nécessitent des discussions plus haut, plus élargies que le ministère simplement des Postes et Télécommunications et des décisions qui vont être prises au niveau gouvernemental. Et donc, nous sommes dans cette phase-là. Donc, il y a des propositions, qu'il y a plus de 125 demandes de partenariat qui sont sur la table, qu'il faut examiner pour voir le sérieux de ces démarches-là et l'utilité que cela peut faire. Ce qui est clair, c'est que nous voulons qu'au sortir de la relance de Guinée Télécom, qu'il y ait une entité qui va gouverner toute l'infrastructure des télécoms du pays, qui soit associée à Guinée Télécom et que Guinée Télécom soit en deux branches. Guinée Télécom infrastructure qui va gérer tout le backbone, la RMC, tous les câbles internet du pays, et puis Guinée Télécom mobile qui va commercialiser les solutions téléphoniques et tout ça. Pour qu'il y ait deux entités distinctes mais étroitement imbriquées pour faire en sorte qu'on ait un avantage concurrentiel raisonnable sur le marché. Eh bien, voilà qui est dit, cabinet, on n'en peut plus, hein, sincèrement. Est-ce qu'il a une vision claire de son secteur? On vous laisse mener le débat chez vous. En tout cas, pour notre part, il nous reste plus qu'à lui dire merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les prochainement, mettons plus l'accent vraiment sur les technologies parce que j'aimerais bien qu'on parle de ça parce qu'il y a beaucoup y compris, excusez-moi de cette parenthèse, quand les gens accusent Orange en disant qu'Orange nous vole d'Internet ou coupe Internet. Et Orange n'est qu'un distributeur d'Internet, c'est pas Orange qui envoie Internet. Donc c'est beaucoup d'accusations en disant qu'Orange ne peut pas voler les données d'un utilisateur parce que la RPT a les moyens de vérifier ça et de suivre. Donc tout ceci, c'est des accusations grand public dont il est nécessaire aussi de faire parce que notre responsabilité aussi est de protéger les entreprises du secteur des télécommunications. En rappelant aux Guinéens que c'est les premiers contributeurs fiscaux du pays, le secteur télécom, devant les entreprises minières. Et ça, c'est très important. Donc en termes d'emploi, en termes de plus-value économique pour notre pays, le secteur du numérique a un grand poids dans l'économie de notre pays. Un discours rassurant donc à l'endroit des acteurs du secteur des télécommunications et de l'économie numérique. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci à Ibrahim Babin Diallo, à Ibrahim Silla. Merci à vous aussi qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Restez à notre compagnie. Les programmes continuent sur Film. Dites-nous dans un instant.